bonjour à toutes et à tous. On est très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on a appelé la roadmap narrative. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, on tient absolument à remercier tous les sponsors qui se sont joints à l'événement parce que, voyez-vous, sans eux, ça serait tout simplement impossible d'avoir un événement. Donc, merci à eux. Alors, comme vous le voyez, on est assez nombreux sur scène, donc on va quand même se présenter. Moi, je m'appelle Christophe Adinky, je suis coach agile et associé chez SNCI. Bonjour, Paul Jaillette, coach agile et product manager chez MC2I. Bonjour, Nora Diori, je suis chef de projet chez Enedis au sein de la Digital Factory. Bonjour, Jean-Luc Pratt, je suis responsable d'un programme applicatif qui s'appelle PRIM pour plateforme régionale de l'information pour la mobilité au sein d'Île-de-France Mobilité, plutôt dans les directions métier de maîtrise d'ouvrage. Alors avant de commencer la conférence et de parler de la roadmap narrative, on voulait vous demander deux choses. On a besoin de vous. Alors je vais vous demander de lever la main si vous avez ou votre équipe projet a une roadmap. Waouh, ok. C'est plutôt rassurant. Ok. Maintenant, vous pouvez garder la main levée, mais je vais vous demander de la baisser si quelqu'un d'extérieur à votre projet peut comprendre votre roadmap sans aucune explication. Aïe. Aïe, ça fait mal. Ok. Je pense qu'on a mis peut-être le doigt sur un petit problème, Christophe. Alors oui, peut-être. Et pourtant, la roadmap, c'est bien. La roadmap, ça donne la perspective sur nos prochaines étapes, ça donne du sens à notre vision. Et puis ça nous rassure, on voit les prochains jalons qu'on va franchir. En tout cas, c'est ce que ça devrait faire pour nous. Et puis on prend un peu de recul, et qu'est-ce qu'on voit dans notre roadmap? C'est que règne la fonctionnalité. Mais alors vraiment, les fonctionnalités, il y en a partout, ça déborde même. Et pour tout dire, des fois, on a même du mal à comprendre ce qui a motivé cette fonctionnalité, pour ne pas parler de celle dont le nom est carrément incompréhensible. Alors oui, on a bien eu cette discussion sur la motivation de la fonctionnalité il y a 6 mois ou il y a 1 an. Mais notre mémoire, c'est la roadmap elle-même. Et sur la roadmap, qu'est-ce qui figure? La fonctionnalité. Alors, on peut se poser la question, et si notre roadmap parlait de progression plutôt que d'être d'une succession de fonctionnalités? Et si nos conversations avec le métier parlaient plutôt d'impact utilisateur? Et si cette roadmap, ça pouvait être un outil d'exploration des possibilités? Et si peut-être, enfin, finalement, au lieu de se retrouver prisonnier des fonctionnalités, on a arrêté d'en parler. Alors, notre roadmap narrative, justement, c'est une roadmap où on ne parle plus de fonctionnalité, on ne parle même pas de produit non plus. Oui, en tout cas, on ne va pas commencer par ça. On va commencer par ce qu'on appelle le futur désiré. Où est-ce qu'on veut arriver? À quoi a-t-on envie que ressemble ce futur désiré dans le contexte et le périmètre où nous sommes? Alors, ce futur désiré, il va se décrire en termes de nouveaux comportements, de nouveaux services, de nouvelles décisions qui vont être prises par un ensemble d'acteurs. Et parmi ces acteurs, il y en a un ou quelques-uns qui vont avoir un effet de levier plus important que d'autres pour nous aider à atteindre ce futur désiré. Alors, ces acteurs-là, nous, on les a appelés les bénéficiaires. Et notre boulot, ça va être d'aider ces bénéficiaires à grandir. Aline va devenir Aline 2.0, dotée de nouveaux pouvoirs avec lesquels elle va nous aider à atteindre ce futur désiré. Alors Nora, est-ce que tu peux nous parler de la mise en œuvre de ce futur désiré au sein d'Enedis? Oui, alors nous, on l'a utilisé dans le cadre de nos projets, notamment lors de la phase de cadrage. Moi, quand j'ai commencé à expérimenter la roadmap narrative, je l'ai utilisée d'abord sur des petites expérimentations, des petites missions, et ensuite je l'ai intégrée dans la phase de cadrage d'un gros projet, ici et data.
La roadmap narrative, c'est aussi un outil qui nous a permis d'aligner les différentes parties prenantes. En tant que chef de projet, travailler sur le futur désiré à travers plusieurs, on va dire, exercices, notamment se projeter sur que diraient les médias ou les journalistes sur la fonctionnalité, enfin en tout cas le produit qu'on met en service. Et en fait, on se rend compte que chacun a une vision différente avec ses propres mots. Et le futur désiré nous permet d'avoir finalement un cap commun, ce qui facilite énormément les choses au quotidien, notamment pour prioriser, faire de l'interpriorisation également. Le troisième volet, et ça je pense que Christophe, tu ne l'avais pas forcément anticipé, je l'ai utilisé aussi pour faire beaucoup de communication et de marketing en interne pour mettre en avant notre projet, ESSI, pour le défendre dans les comités de décision et surtout pour pérenniser le budget, ESSI, parce qu'on se rend assez vite compte qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs qui ne saisissent pas forcément l'essence même de ce qu'on souhaite faire dans notre projet ESSI et data, quelle est la valeur, quel est le gain, et au-delà de ça, quelle est l'histoire qu'on souhaite raconter et quel est le futur qu'on souhaite atteindre. Voilà. Alors, comme on l'a dit, la clé pour atteindre ce futur désiré, cette progression, ça va être le bénéficiaire. Ce bénéficiaire, on va essayer de lui donner de nouveaux pouvoirs. Alors nous, on a appelé ça des capacités. Des capacités, c'est des choses que ce bénéficiaire n'était pas capable de faire avant, ou de nouvelles décisions qu'il va être désormais en mesure de prendre. Et cette roadmap, en fait, ça va être la progression des capacités qu'on va donner à notre utilisateur, à notre bénéficiaire. L'histoire qu'on va raconter de sa progression. Alors, je vais me retourner de nouveau vers Nora pour lui demander quel est son retour sur la mise en œuvre de ces fameuses capacités dont on verra qu'elles sont un peu au cœur de notre démarche. Oui, alors lorsque Christophe m'a exposé cette notion de capacité, on a passé beaucoup de temps déjà à comprendre ce qu'il y avait derrière. Et pour être honnête, la première fois était assez douloureuse, dans le sens où on s'est tous finalement confrontés à une feuille blanche. Finalement, quelles sont les capacités qu'on souhaite mettre à disposition de nos utilisateurs, qu'on souhaite mettre en avant dans le cadre de notre projet. Et ça a été vraiment très difficile parce que ça nous a confrontés sur finalement nos limites, nos angles morts, pardon. Et en fait, on est revenu à l'essentiel, c'est-à-dire mieux maîtriser notre processus, mieux le comprendre, puisque j'étais dans le cadre d'un projet finalement d'amélioration de processus. Et surtout, mieux comprendre nos utilisateurs. Moi, je pensais que j'avais saisi finalement leurs attentes. Et au final, imaginer les capacités qu'on souhaitait leur mettre à disposition, finalement, on se rend compte qu'on ne les connaît pas aussi bien. Et donc, ça nous a obligés de lancer aussi une démarche UX, d'aller sur le terrain, de mieux les comprendre et d'être en capacité, finalement, de proposer des fonctionnalités, des évolutions qui vont leur faciliter la vie, leur améliorer leur quotidien. Et surtout, ce qui a été vraiment très précieux, c'est que ça a permis aussi de s'assurer de la convergence entre les enjeux du projet, du programme, et les retours du terrain. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant de le faire dans ce sens. Voilà. Alors, les capacités, je vais y revenir dans un petit moment. Mais évidemment, cette roadmap narrative, elle nous parle de capacité utilisateur. À un moment donné, il faudra quand même délivrer des choses, délivrer une solution par rapport à ce qu'on veut faire pour ces utilisateurs, pour qu'ils puissent endosser ces super pouvoirs. Mais grâce à cette roadmap narrative, on n'est plus obligé de prévoir longtemps à l'avance les solutions qu'on va mettre en œuvre et qui vont s'accrocher finalement à ces capacités. En plus de ça, elle nous ouvre une perspective, cette notion de capacité, c'est qu'elle nous ouvre une perspective systémique. La solution par rapport à une capacité n'est pas nécessairement un produit numérique ou uniquement un produit numérique. Ça peut être faire intervenir la hotline, des commerciaux, des techniciens terrain. Bref,
toutes les ressources finalement que l'entreprise peut accepter de mettre à notre disposition. Alors, revenons sur cette notion de capacité, parce que c'est vraiment le point essentiel de cette démarche. Alors, une capacité, qu'est-ce que c'est? C'est une action que notre utilisateur, notre bénéficiaire ne pouvait pas prendre avant, ou une décision qui va être nouvelle pour lui, ou alors une action de décision qu'il prenait déjà, mais qu'il pourra faire mieux, plus efficacement, ou à un meilleur moment. Alors dit comme ça paraît simple, mais ce n'est pas si facile que ça. Alors nous, notre conseil, pour y arriver, c'est d'illustrer ça avec des mises en situation concrètes sur le terrain qui vont mettre en œuvre cette capacité. Et ça va nous servir aussi de documentation d'une certaine manière. Une capacité, ce n'est pas non plus quelque chose qui arrive soudainement. Un jour, on ne l'avait pas, puis le jour d'après, hop, on l'a. Non, c'est plutôt une progression, quelque chose qui va monter en puissance progressivement. Ça signifie qu'il faudra savoir adosser à cette notion de capacité un ou des indicateurs qui nous permettront d'observer cette progression. Enfin, la dernière chose à propos de cette capacité, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de la mettre à disposition des utilisateurs et puis ils en font un petit peu ce qu'ils veulent. Non, cette capacité, elle est atteinte quand l'utilisateur est vraiment capable, c'est vraiment la mettre en œuvre au jour le jour dans son contexte d'usage. Donc ça regroupe aussi tout ce qui va être nécessaire de faire pour que cet utilisateur mette effectivement en œuvre cette capacité. Alors, on a cette capacité, on a le lien entre cette capacité qui raconte cette progression, mais je crois que tu as des choses à dire sur ce lien entre les capacités. Oui, effectivement. Alors, ce qui est bien avec la capacité, c'est qu'on peut la mettre en œuvre assez rapidement au final sur un projet ou sur votre projet. Et du coup, je vais me tourner vers Jean-Luc, si tu peux nous parler des premières mises en place de cette notion de capacité sur Prime et chez IDFM. Oui, bien sûr. Donc je vais prendre juste 2 minutes pour rappeler ce sur quoi je travaille, là, le programme Prime. Donc c'est un programme qui regroupe à peu près une quinzaine de produits qui en fait concourent à répondre à des enjeux de mobilité donc des franciliens. Donc c'est à la fois la diffusion de l'information voyageurs de qualité au bon moment, intégrer des services d'achat de titres, voilà, et tout autre service pour le voyageur. Mais néanmoins, parmi ces 15 applicatifs qu'on gère, on a des applicatifs très back-office, très en lien avec la fourniture de la donnée, sur des périmètres très techniques, sur des interfaces, etc. Des produits qui sont davantage B2B ou B2C, comme l'application Île-de-France Mobilité, qui j'espère voilà, vous l'avez dans votre smartphone pour vous déplacer en Île-de-France, qui est un peu la vitrine de notre programme. Donc, tout ça pour dire qu'on a une quinzaine de produits assez différents les uns des autres. Bien sûr, on est organisé en mode agile, safe, et on a les conseils avisés de nos chers Christophe et Paul. Donc on est organisé en PI et chaque trimestre on fait voilà, un PI planning, on organise un PI planning avec l'ensemble des parties prenantes. On s'y retrouve assez nombreux, on est pratiquement 200 maintenant. Voilà, des devs, des Scrum Masters, des PO, des BA, des Business Owners et effectivement tous les référents côté métier et technique à Île-de-France Mobilité, voire notre direction. Donc là, PI Planning, on déroule, on fait notre cérémonie d'introduction systématiquement tous les trimestres où on présente les features candidates au PI à venir. Donc nous, enfin voilà, en utilisant les process habituels, on déroule, hein, on a 15 produits, donc on présente les produits, on présente les features candidates sur le PI à venir. Et voilà, pour nous en tout cas, on se disait, on fait le job, tout se passe bien, on présente les trucs, c'est nickel. Et puis, forcément, on a quand même des outils de feedback, on essaye de voir comment les participants s'y retrouvent. Et en fait, on voit qu'on est sur la cérémonie
d'introduction, on n'est pas super bien noté. Donc déjà, on était un peu vexés. Et puis on s'est dit, mais comment on peut essayer d'améliorer la chose, quoi. Parce que pour nous, encore une fois, on faisait le job. Mais en fait, on s'apercevait malgré qu'on ait un programme qui, globalement, de façon en tout cas très immédiate pour l'utilisateur, in fine en bout de chaîne, on a quelque chose de très tangible. Les enjeux sont plutôt clairs, on aide à la mobilité des franciliens. Par contre, en fait, unitairement sur chacun des produits, on avait quelque chose qui était trop cloisonné. Et quand on expliquait l'histoire quelque part, 15 produits, 15 étapes, avec une succession de features où on parlait, par exemple, si je me projette sur un cas précis, on pouvait parler côté back-office d'interface, de connexion avec des API de SNCF, on parlait de CIRE-ET qui sont des normes d'échange, avec des termes super techniques, d'intégration de SDK, de calculateur d'itinéraire. Et côté média, on parlait de fonctions de crowdsourcing de l'affluence. Donc là, voilà, je les ai cités de façon unitairement. Il faut penser que dans une cérémonie d'introduction qui dure 2 heures et qu'on égrène ces informations-là de façon, produit par produit, en fait, les gens, au bout du compte, ils ne comprennent pas où on veut en venir. Et puis en plus, le fait de présenter de façon unitaire comme ça, les gens sont attentifs sur leur périmètre, et puis dès que leur périmètre est passé, je ne savais pas qu'il y en a qui piquent du nez, mais pas loin, quoi. Et pour autant, un certain nombre de personnes, sauf les plus attentifs, ont réussi à capter ce qu'on voulait faire, qui est donner une nouvelle capacité aux voyageurs. C'est en fait d'avoir une information de bénéficier d'une information de confort avant de faire son voyage pour éventuellement choisir de se déplacer autrement en fonction de l'information dont il dispose. Donc du coup, l'origine, en fait, c'est là, c'est cet irritant-là qu'on a mesuré et qu'il fallait résoudre. Et du coup, on s'est dit comment on va essayer de le résoudre. Alors, on l'a fait de façon pragmatique. On a déjà commencé par le périmètre qui nous paraissait le plus simple. Alors tout est relatif, mais c'est notre périmètre B2C sur l'application, parce qu'on se disait on va voir forcément la valeur de façon plus immédiate vis-à-vis des utilisateurs. Donc aussi, on s'appuyait sur ce périmètre-là depuis assez longtemps sur des phases exploratoires en amont, que ce soit des études UX, même des études marketing pour savoir les besoins de nos utilisateurs. Et déjà là, en fait, sur ces démarches exploratoires, on travaillait avec une notion de cible, une notion de persona, en fait. Mais sauf qu'on ne les retrouvait pas dans la suite du discours qu'on proposait. Donc la première étape, ça a été du coup de partir des personas qu'on avait. Alors, mais comme c'était géré par différentes équipes, on n'avait pas 5-6 personas, on en avait des vingtaines, donc on a commencé à harmoniser l'ensemble des personas en essayant de bien les qualifier pour nos besoins. Et ensuite, du coup, on s'est posé la question en préparation des instances du PI Planning, pour ce persona, réellement, quelle que soit la feature, le produit, qu'est-ce qu'on va vraiment lui apporter sur les 3 mois à venir. Et du coup, on a voilà, complètement renversé la façon de rédiger et de présenter tout ce qu'on allait faire sur le trimestre. Et alors, c'est pas forcément un exercice simple. Nora le disait tout à l'heure, c'est rendre compréhensible et clair des choses qui peuvent être très techniques. Ça demande voilà, un exercice de la part des équipes, et puis de se dire aussi qu'on n'est pas obligé forcément d'être exhaustif sur l'ensemble de ce qu'on présente dans PI Planning, d'autant que généralement dans les process, les équipes de dev ont déjà la liste complète des features et des US, etc. Enfin, pas forcément des US, mais des features. Mais du coup, on arrive là pour redonner du sens et exposer les enjeux en cérémonie d'introduction. Donc voilà, on a fait cet exercice-là, et concrètement, en termes de représentation, en fait, on s'est dit, on va sur une slide, voilà, on va mettre à gauche la description du persona. Donc on lui attribue un prénom qu'on s'est efforcé au fil du temps à garder, on réexprime ses besoins, et ensuite, en fait, indépendamment du produit, indépendamment des features, on a présenté vraiment les nouvelles capacités, les nouveaux bénéfices qu'on va apporter à cet utilisateur-là.
Donc là, voilà, on a un exemple derrière moi. Donc, l'exercice n'a pas forcément été simple en fonction des équipes. Ce qui est intéressant aussi, un petit effet qui se coule que je trouvais intéressant, c'est que du coup ça a complètement redynamisé la prise de parole lors de l'introduction du PI Planning. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose de linéaire avec des speakers qui parlaient un peu à la suite des autres, on avait des choses plus collégiales, parce que par exemple pour Étienne et Sophie là, peut-être que typiquement on avait plusieurs produits impactés, donc plusieurs orateurs qui allaient un peu expliquer l'apport de valeur pour ces personnes-là. Donc, in fine, en fait, une appropriation plus claire de l'ensemble des parties prenantes et du coup inter-produits. Donc, ça a impliqué davantage les interactions entre les équipes. Et un meilleur alignement, enfin voilà, une vision plus claire, et voilà, les notes qu'on avait sur les feedbacks sont remontées de façon significative. Donc là, on était content. On a du coup ensuite enchaîné pour essayer d'implémenter ça sur la système démo, qui est aussi une cérémonie assez importante où on revient sur les réalisations du trimestre dernier. Là aussi, on fonctionnait de la même manière, c'est-à-dire qu'avant, on présentait par produit, et on présentait du coup les features, on faisait une petite démo, parfois technique, voilà, avec des choses très séquencées et du coup une attention pas forcément constante des participants sur l'ensemble. Donc on a appliqué peu ou prou la même représentation. Et là, pareil, l'effet qui se coule, c'est que ça a redynamisé vraiment aussi cette instance-là, qui est devenue du coup plus ludique. Ça fait vraiment dialoguer les équipes entre elles pour préparer ces fameux systèmes démo. On a même eu des développeurs qui se sont sentis qui sont découverts des talents de scénaristes en vraiment se mettant à la place de l'utilisateur, et du coup en ayant un storytelling qui était vraiment plus ludique, plus interactif. Donc là aussi plutôt satisfait du retour. Et le dernier point que je voulais aussi aborder, là où on a aussi commencé à instaurer cette démarche narrative, c'est plus en interne à Île-de-France Mobilité, en amont des PI, pour présenter nos roadmaps. Du coup, je dirais à 5 à 6 PI auprès de nos directions. En fait, au lieu de présenter là aussi par produit, par feature, je dresse le truc assez rapidement, mais on avait encore des termes très techniques, des codes des fois de projets qui étaient inscrits sur ces roadmaps-là. On s'est dit, on va plus les présenter comme ça. On va reprendre toujours les mêmes personas. Voilà, c'est un invariant, on reprend toujours en mettant les prénoms, les différents profils, et on va dire, voilà, quel que soit le produit et la feature, qu'est-ce qu'on va apporter en termes de capacité, de bénéfices sur les 5 à 6 PI à venir. Voilà ce que je voulais vous dire. Et là aussi, oui, juste pour terminer, le bénéfice, à court terme en tout cas, parce qu'on fait ça depuis peut-être maintenant 2-3 PI, c'est-à-dire que notre direction en fait s'approprie davantage notre roadmap, elle est plus compréhensible, c'est moins technique, et au final, c'est aussi un levier d'arbitrage intéressant pour notre direction, parce qu'en fait, on arrive à mieux décrire la valeur qu'on apporte. Et du coup, entre la priorisation, pour prioriser par exemple différentes capacités qu'on va produire, on voit plus facilement le bénéfice par la valeur, et du coup, on va arbitrer plus finement les choses. Super. Merci beaucoup pour ce témoignage, Jean-Luc. Alors, effectivement, vous le voyez, la mise en place, ça peut être assez rapide. Une fois que vous avez les personas, les premières utilisations sont très concrètes. Vous avez des intros de PI Planning qui vont changer. Vous avez des systèmes démo qui vont être plus dynamiques, ça a été dit. Alors, ça peut sembler simple, mais sa mise en place vient avec son lot de difficultés. Du coup, là, je vais vous faire un REX, plutôt sous l'aspect Scrum Mastering Coach Agile, de la mise en place de cette roadmap et des obstacles qu'on a pu avoir avec Christophe pour que vous ne retombiez pas dedans, ou en tout cas que vous soyez prévenus. Alors, les obstacles, le premier qu'on a eu, c'est ce qu'on appelle l'existant.
Alors, l'existant, on l'a vu hein, avec les mains levées en début de conférence, si vous voulez mettre en place la roadmap narrative, il y a de fortes chances qu'il y ait déjà une roadmap en place. Qui plus est, une roadmap fonctionnalité, c'est assez classique sur les projets. La roadmap fonctionnalité, une de ses caractéristiques, c'est que c'est souvent une roadmap vue comme cruciale, voire primordiale pour un projet. C'est là où on retrouve les jalons clés, les dates importantes, etc. Donc c'est en gros, tout le monde y tient et c'est un petit peu voilà, très, très précieux pour le projet, ça peut se comprendre. Donc nous, quand on arrive et qu'on dit on a une nouvelle approche, ça s'appelle la roadmap narrative, les premières réactions qu'on a eues, elles sont plutôt mitigées. C'est-à-dire qu'on a eu des questions comme mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une deuxième roadmap? Est-ce que c'est vraiment une deuxième roadmap? Qu'est-ce que va devenir l'ancienne? Etc. etc. Alors, nous, notre conseil, du coup, c'est de ne pas abandonner l'ancienne roadmap trop rapidement. Ce n'est pas d'arriver et de dire la roadmap fonctionnalité, c'est has-been, il faut faire la roadmap narrative pour vous recentrer sur l'utilisateur. Sachez que les deux peuvent très bien cohabiter dans un premier temps. Plutôt, ce qu'on va faire, c'est viser le top management et essayer de l'acculturer à la notion de roadmap narrative qu'on vient de vous expliquer. Donc les bénéfices, Jean-Luc vous en a parlé juste avant, hein, pour ce type de population, ça va être une vision unifiée, ça va être des cérémonies agiles redynamisées, ça va être une cohérence dans les parcours, ça va être une vision utilisateur beaucoup plus claire. Donc voilà, les arguments, il y en a plein, il faut évidemment les adapter au contexte de l'entreprise, mais ce n'est pas ce qui manque. Une fois que vous avez le top management qui est acculturé à cette notion, après, ça va vraiment devenir des sponsors pour vos équipes projets. Donc notamment, on va le voir et je pense que vous en doutez, mais les premiers concernés, c'est les PM et les PO, hein, très concrètement, c'est ceux qui vont gérer ça. Donc avec un sponsoring fort, on a du temps des PM et des PO, et ça fait le lien avec mon deuxième point, parce que vous allez voir que du temps, pour mettre en place cette démarche, il va vous en falloir. Alors ça a été mentionné avant, mais le deuxième point, c'est la notion de capacité, qui n'est pas forcément si évidente que ça, et on vous le dit par expérience. Alors encore une fois, on reprend l'historique, donc on a très certainement une roadmap fonctionnalité déjà en place, on arrive, on veut mettre la roadmap narrative, donc il va falloir procéder à ce qu'on appelle nous un retournement. Quand on dit retournement, c'est le retournement de la fonctionnalité vers une capacité. C'est-à-dire on va passer du comment au pourquoi. D'accord? Puisque, encore une fois, on ne parle pas de fonctionnalité dans une roadmap narrative. Alors, l'exercice peut sembler simple, mais vous seriez étonné de voir combien de PO et de PM ne savent pas ou ne se rappellent plus de la raison d'être derrière une fonctionnalité parce qu'elle a été mise il y a 6 mois ou il y a 1 an dans la roadmap. Et c'est malheureusement une réalité. Nora l'a aussi mentionné. Donc, une fois que vous avez commencé le retournement, c'est aussi proportionnel au nombre de roadmaps et au nombre de fonctionnalités que vous avez. Si vous avez une roadmap pleine de fonctionnalités, il va falloir faire le retournement pour chaque fonctionnalité. Si vous avez plusieurs roadmaps parce que vous êtes dans Safe, vous allez devoir faire le retournement pour chacune des roadmaps. Donc vous voyez, ça peut monter assez vite. Alors pour vous illustrer un petit peu plus concrètement la difficulté à chercher parfois la capacité derrière une fonctionnalité, on va prendre un exemple très concret qui, je l'espère, vous parle tous, c'est le guidage piéton. Okay, c'est une fonctionnalité, somme toute, très basique qu'on retrouve dans absolument toutes les applications de mobilité. Les fonctionnalités, je pense que vous les avez en tête aussi, hein, c'est un bandeau supérieur en haut de l'écran avec une flèche qui vous indique la prochaine direction. Ça peut être le nombre de mètres restants en fonction de votre avancement par rapport à votre destination. Bon, rien de bien compliqué. Alors maintenant, posez-vous la question, quelle est la capacité que je veux donner à mon bénéficiaire derrière ce genre de fonctionnalité? Ok. Alors, je pense que vous vous êtes dit quelque chose comme savoir me diriger ou tourner au bon moment. Alors, c'est pas mal. C'est un bon début, mais la capacité, généralement, elle est un cran derrière. Elle est encore plus orientée utilisateur. En fait, très concrètement, la Aline d'aujourd'hui, quand elle lance le guidage piéton et qu'elle se bat dans la rue, ça ressemble à peu près à ça. Et comme ça, elle arrive à un croisement, elle regarde dans l'air, elle se dit « mince, non, c'est pas là, c'était dans l'autre sens », elle repart. Bon, c'est très compliqué, c'est pas fluide. Nous, ce qu'on veut lui donner comme capacité,
c'est qu'elle n'hésite plus. C'est qu'on la projette à Aline 2.0 dans la rue, avec son portable ou pas, peut-être dans sa poche, ça peut être intéressant, et qu'elle tourne au bon moment sans hésitation et qu'elle ne se trompe plus de chemin. Et là, si on prend cette capacité-là, eh ben, ça change complètement les conversations et je pense que vous serez d'accord avec nous pour dire qu'il y a des solutions certainement beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus innovantes que des flèches pour donner à Aline ce super pouvoir. On peut penser à des vibrations qu'on voit sur certaines applications, on peut penser à plein de choses très innovantes quand on prend ce spectre-là. Et ça change vraiment les conversations. On n'est plus sur combien ça va coûter la flèche et quand est-ce que ça va être mis en place, mais on est sur comment est-ce que je vais faire en sorte qu'Aline n'hésite plus au prochain tournant. Et croyez-moi, il y a beaucoup de conversations qui deviennent très intéressantes et beaucoup plus innovantes. Alors nous, notre conseil, du coup, très concret, c'est de prévoir des ateliers d'1 heure maximum en présentiel avec les PO-PM pour effectuer ce retournement avec eux. Parce qu'encore une fois, croyez-nous, même les plus aguerris n'y arriveront pas tout seuls au début. C'est vraiment une notion à appréhender. Et Christophe l'a dit, n'hésitez pas à vous aider du management visuel pour ça. C'est-à-dire qu'on peut très concrètement mettre le quotidien de l'utilisateur et faire réfléchir au quotidien de l'utilisateur, peut-être aussi des recherches utilisateurs si on ne le connaît pas, pour essayer d'identifier les différentes capacités. Et une fois seulement que les PO et les PM commencent à devenir familiers avec cette notion de capacité, on peut se retirer en tant que Scrum Master / coach agile du paysage et de les laisser plus autonomes. Et enfin, le troisième point, c'est la pérennisation de la démarche. Alors ça, c'est plus lié à l'outillage, mais en fait, notre idée derrière ça, c'est de dire la roadmap narrative, on veut qu'elle prenne le lead par rapport à la roadmap fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on veut que ça devienne un objet de référence pour les discussions, pour les cérémonies agiles, pour les enjeux stratégiques, etc., etc. Alors la roadmap narrative, elle a un gros désavantage par rapport à la roadmap fonctionnalité, c'est que la roadmap fonctionnalité, généralement, elle est très bien outillée. Je pense que sur la plupart de vos projets, et on peut en être sûr dans le futur, tout va être globalement automatisé au niveau des roadmaps. On saisit une fois une feature dans un outil et il y a la roadmap automatiquement qui sort avec les différents enjeux. Donc pour les PO et les PM, c'est génial parce que c'est un gain de temps énorme et c'est la réalité du terrain. Le désavantage du coup de la roadmap narrative, c'est que généralement, quand on veut mettre ça en place, l'outil n'est pas encore paramétré pour accueillir les nouvelles notions qu'on vient de vous exposer. La notion de bénéficiaire, la notion de persona, la notion de capacité, de futur désiré. Alors, on peut, peut-être certains d'entre vous commencent à faire des liens avec des notions plus connues, comme les épiques, etc. Mais c'est encore assez flou. D'accord ? Nous, en fait, ce qu'on vous demande de faire, et là, si c'était à refaire, c'est ce qu'on ferait, c'est d'anticiper plus le besoin de mise à jour ou de mise à niveau de l'outillage existant pour accueillir ces nouvelles notions. Parce que très concrètement, ce qui risque de se passer sinon, c'est que va y avoir la roadmap fonctionnalité qui va continuer à vivre pendant un temps. Ça va être très facile pour les POBM d'utiliser, de la mettre à jour. Et à côté, ils vont devoir mettre à jour la roadmap narrative, mais ce coup-ci à la mano. Donc ça peut être, voilà, les premières livrables, vous l'avez vu très concrètement, c'est des PowerPoint. Donc si on ne réduit pas cet écart et cette facilité de mise à jour, à un moment ou à un autre, le risque c'est que la roadmap narrative elle, ne soit tout simplement plus mise à jour parce que ça fait une double saisie pour les PO et les PM. Donc voilà, ça peut paraître un peu moins théorique, mais c'est la réalité du terrain et anticipez bien, si vous souhaitez faire ça, la montée en gamme de vos outils sur cette problématique. Voilà, alors c'était les premiers obstacles qu'on a eus sur la mise en place depuis 2024, on va dire. Vous voyez que ce n'est pas un long fleuve tranquille, ça va vous prendre du temps, de l'effort et de la patience et de la vulgarisation. Mais on est et on reste persuadé que cette roadmap narrative, elle vous apportera beaucoup plus que ce qu'elle ne vous coûtera. Alors oui, effectivement, les difficultés, on ne vous l'a pas caché, il y en a. Mais des bénéfices, il y en a aussi vraiment beaucoup. Alors, on ne va pas vous faire une liste à l'après-vert, hein, tous les bénéfices. On va juste se focaliser sur 3 qui nous ont paru vraiment particulièrement saillants. Le premier, ce qu'on appelait la vision hors des murs. Et oui, nos organisations, elles existent parce qu'elles ont un impact sur la réalité du bénéficiaire, des gens pour qui on travaille, qui se situent hors des murs de notre organisation. La roadmap narrative, ça va être un outil
pour que constamment, en permanence, on réfléchisse par rapport à ce bénéficiaire qui est hors des murs de notre entreprise, avant de penser à ce qu'on va pouvoir faire pour lui en termes de delivery, de réalisation au sein des murs de notre entreprise. Donc c'est un vrai shift de mode de pensée. Le deuxième point, c'est les conversations. En réalité, les conversations, c'était notre motivation initiale sur la roadmap narrative. On veut changer les conversations. Avec les fonctionnalités, on a des conversations qui sont en forme de confrontation entre une équipe produit et du métier. La fonctionnalité, c'est un truc qui est au milieu et qui va être tiraillé. D'un côté, on va parler périmètre, délai. De l'autre, on va parler coût, estimation. Là, on va changer. Plutôt que d'être en confrontation, on va regarder un tiers. Ce tiers, c'est le bénéficiaire. Et on va être dans une logique de contribution du métier, des équipes de réalisation, chacune arrivant avec ses savoir-faire distincts pour faire progresser notre bénéficiaire. Et ce progrès, c'est la valeur que l'on apporte. C'est plus comme dans les fonctionnalités, vous savez, où on design notre fonctionnalité, puis ensuite on essaie de mettre un chiffre de valeur sur cette fonctionnalité. Là, la valeur, elle est partie intégrante de nos conversations dès le départ. Et notre roadmap, ça va être un choix conscient de progression de valeur qu'on veut imprimer à notre bénéficiaire. Notre troisième bénéfice, c'est la frugalité. Quand on est dans un mode de pensée fonctionnalité, on va être dans une espèce de mode quantitatif. En gros, on pense que plus il y en a, mieux c'est. Quand on pense en termes de capacité, on va changer de boussole. Notre boussole, c'est le progrès, la capacité qu'on apporte à l'utilisateur, et notre mode de réflexion, ça va être de se dire comment je peux apporter un maximum de capacité en optimisant mon effort. Et encore une fois, cet effort, il ne porte pas nécessairement uniquement sur du produit numérique. On a évoqué toutes les ressources qu'on peut utiliser pour ça. Voilà. Alors, quand on a commencé à travailler avec cette roadmap narrative, pour tout vous dire, on s'est heurté à des obstacles qu'on n'avait pas du tout anticipés, et qu'il nous a fallu franchir. Et ça nous a fait pas mal réfléchir. Et avec le recul, ce qu'on a compris, c'est que cette roadmap narrative, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un processus, c'est plutôt des concepts qui sont interconnectés entre eux et qu'on peut aborder de différentes façons. Si vous partez d'un projet tout neuf, d'une feuille blanche, commencez par votre futur désiré et déclinez les capacités à partir de ça. Si vous êtes sur un projet qui a déjà une roadmap de fonctionnalités, faites émerger votre roadmap narrative en retournant vos fonctionnalités, comme Paul vous l'a expliqué. Si vous êtes sur un très gros programme, vous pouvez organiser des roadmaps narratives en famille de grandes finalités. Et même si vous êtes sur des projets d'innovation, vous pouvez également utiliser la roadmap narrative en utilisant les capacités comme point de repère pour une démarche de continuous discovery, pour guider vos hypothèses, pour vous aider dans vos expérimentations. Alors, il y a aussi d'autres usages qui vont plus loin, comme par exemple le fait de l'utiliser pour aligner toute une organisation. Et ça, franchement, ce n'est pas des choses auxquelles on avait pensé du tout. Et je ne sais pas, Jean-Luc, tu peux peut-être nous en dire deux petits mots rapidement. Oui, alors déjà par rapport à tout ce qui a été dit, vous l'avez compris en tout cas sur les projets à Île-de-France Mobilité, notamment dans le programme sur lequel je travaille, on a vraiment observé les bénéfices de cette nouvelle méthode, donc on va continuer déjà à notre échelle de creuser le sillon, comme on dit, d'aller un peu plus loin, de vraiment acculturer l'ensemble des équipes. On sait qu'on a des challenges sur l'outillage, comme le disait Paul, à la fois pour arriver à réassocier les roadmaps entre elles, mais aussi, moi j'ai en tête d'essayer d'arriver à quelque part avec de l'outillage à mesurer un petit peu l'atteinte de nos objectifs et des capacités qu'on délivre. C'est encore assez embryonnaire chez nous, mais ne serait-ce qu'au travers des enquêtes plus marketing en amont, on voit qu'on peut arriver à mesurer des choses.
Ensuite, en dézoomant un petit peu, le programme PRIME, c'est quelque chose d'assez transverse. Et là, on est confronté à des roadmaps stratégiques métiers qui peuvent être assez différentes les unes des autres. En tout cas, chacun va avoir sa stratégie. Dans notre jargon, on a ce qu'on appelle le MaaS, Mobility as a Service, qui allie notamment en lien avec l'intermodalité. On a des roadmaps sur l'accessibilité, sur l'information voyageur, sur la billettique, et des stratégies qui sont bâties en amont, dans lesquelles on n'a pas encore introduit cette démarche narrative. Et voilà, moi je suis convaincu que ça nous permettrait de nous aligner au plus tôt, le plus en amont possible, sur les différentes roadmaps et de proposer quelque chose d'unifié et de favoriser les échanges, parce que souvent ces sujets de roadmap stratégiques sont faits un petit peu en chambre, et du coup en remettant au cœur l'utilisateur et les capacités à lui délivrer, je pense que ça a vraiment du sens. D'autant que aussi, moi je suis plutôt côté maîtrise d'ouvrage, et en fait, on parlait de fonctionnalité, ça fait vraiment écho à mon quotidien. On part trop souvent encore sur la fonctionnalité un peu bille en tête, même côté maîtrise d'ouvrage, sans vraiment se poser les bonnes questions pour prendre un peu plus de hauteur. Et voilà, du coup, ce potentiel-là de réalignement, de clarté, de dynamisme de programme, je pense que ça peut, en prenant notre bâton de pèlerin et en essayant d'être sponsor sur cette démarche-là, au sein d'une structure comme Île-de-France Mobilité, en fait, apporter encore plus de cohésion et je dirais, de clarté dans nos enjeux et dans les valeurs qu'on délivre. Super, merci Jean-Luc. On peut finir par les perspectives chez Enedis avec Nora. Oui. Moi, ce que je voulais partager aujourd'hui, on est dans un séminaire agile, et en fait, en quoi la roadmap narrative nous rend plus agile. En fait, au final, moi, ce que j'ai trouvé, en tout cas au sein d'Enedis, c'est qu'elle rend les directions métiers plus agiles. Je suis passée par la DSI, et aujourd'hui, je suis côté direction métier. Je sais que côté DSI, on a tous les outils pour être complètement agile. On a l'outillage qui va bien. On a les cérémonies qui vont bien, etc. On a les coachs qui vont bien. Et côté métier, quand on a un projet d'envergure avec un fort impact, on va dire une forte dimension numérique, c'est pas forcément le cas. Et on est souvent drivé par la DSI, par les fonctionnalités qu'ils proposent et par la roadmap qu'ils proposent. Et donc pour moi, la roadmap narrative, ça nous rend plus agile, c'est un vrai accélérateur, et ça nous permet aussi de reprendre la main sur l'histoire qu'on veut raconter et qu'on veut construire dans nos outils, dans les produits qu'on souhaite mettre en place. Et en ce sens, moi je trouve que c'est très puissant et c'est très fort, et ça nous a permis de nous structurer côté métier et d'être aussi fort de propositions vis-à-vis de la DSI, de les challenger aussi dans leur méthode, et c'est vraiment super. Le deuxième point que je voulais partager, moi j'aimerais aussi demain au sein d'Enedis utiliser la roadmap narrative comme un outil de pilotage, vraiment comme un tableau de bord qu'on pourrait mettre en place pour suivre l'évolution avec des indicateurs de notre lot SI et données, par exemple, au sein de notre projet. Et ça, c'est vraiment le prochain challenge qu'on s'est donné avec Christophe. Le dernier point, c'est qu'on forme aussi beaucoup nos product owners, nos product managers, mais aussi on a commencé à former les directions métiers à la culture agile et produit, et à intégrer cet élément autour de la roadmap narrative. Et on va poursuivre ces sessions d'acculturation au sein de nos équipes. Merci à tous les deux pour vos témoignages, et merci Christophe. Et merci à tous pour votre écoute. Du coup, on serait ravis de... Ouais, merci.